Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La Grande Virée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans les jardins de la maison Félix-Leclerc afin de nous remémorer nos virées dans cette belle région de Vaudreuil-Soulanges. Et sans plus tarder, je vous présente l'équipe de La Grande Virée, mes chères collaboratrices, Isabelle, Rosalie, Alexandra et moi-même, Danilo. Et cette semaine, on part en virée à... Eh bien, vous avez volé mon punch! Ben oui. Ben, vous avez deviné, on part à Rigaud. Pour ceux qui ne connaissent pas ces petits coins de pays, Rigaud se situe presque à la frontière de l'Ontario, au pied de la montagne de Rigaud. Hey, mais Rigaud, là, on se cachera pas. C'est connu à cause de sa montagne, on aime aller faire du ski, du sentier d'escapade et tout ça, hein? Mais saviez-vous que c'est la Mecque des piments forts? Oui. Puis j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller mettre un peu piquant dans ma vie aux aliments Brooks Pepper Master. Chanceux. Oh oui, madame. On va voir le reportage. Bonjour tout le monde, je suis à un endroit très spécial aujourd'hui. Je suis au Pepper Master en compagnie de Madame Tina Brooks, donc copropriétaire de cet endroit, merveilleux endroit et tout à fait particulier. La première des choses, je rentre ici et il y a une odeur, même malgré mon masque, ça passe à travers une odeur juste incroyable et je me retrouve devant tous ces piments. Expliquez-moi cet endroit. Nous sommes ce qui est appelé dans l'industrie alimentaire, nous sommes un co-packer. Ça veut dire comme entreprise que nous sommes la cuisine commerciale pour un temps de différentes compagnies, non seulement québécois, mais aussi ontariens, Nouvelle-Écosse et parfois des Américains aussi bien. Mais l'idée, c'est que comme co-packer, comme manufacturier alimentaire, nous mettons des vrais aliments, comme de vrais fruits dans nos produits. Donc, c'est jamais des chimiques. Même au début, en 2004, quand on a commencé, nous avions aucun piment plus fort qu'un piment banane et rarement des jalapenos. D'accord. OK? Donc, ça, c'est un jalapeno. Le monde va usuellement les voir verts, mais c'est pas vraiment fort. Les Québécois vont le considérer très, très fort comme fruit. Oui, habituellement. C'est très, très épicé comparativement à une bluette, tu sais. Mais comparativement à un de ces différents piments orange, ça, c'est je crois que c'est un goat pepper, hein? Qui ressemble beaucoup à une entrecoisée d'un Scotch bonnet et un habanero. Ça, c'est notre piment signature. Greg, en étant éduqué aux Bahamas, ça, c'est leur piment préféré et c'est vraiment fort, hein? Mr. Brooks, it's a real pleasure. Thank Mr. you. Greg Brooks, a real pleasure to talk to you. And so just tell me, you have, well, your wife already told us about the character and the personality of the peppers. Yes. But how did you start all this How did passion it in this start? business and everything? I'll tell you this. It was this pepper. This is the goat pepper. It's a wild pepper in the Bahamas. Okay. And when I was about 8 years old, someone fed me a local seafood salad, and it was covered in this. Okay. And I put it in my mouth, and I started eating it, and I was like crying, and it was too hot, and I was whining. Well, 8 years old. Yeah, come it was on. kind of, And straight from Canada, right? 2 years earlier. I moved there when I was 6. Okay, so you were born in Canada, Yeah. in Quebec? Yep. I mean, I was born in town of Mount Royal. Okay. Yeah. And then Mont Royal in Montreal. Yeah. Okay, and then you moved to the Caribbean island To Nassau in the Bahamas. in the Bahamas. Yeah. And you Yeah. grew up over there. And I grew up there. And at 8 years old, you had this pepper. I had this. And in the 2 years since I landed there, and everything was hurting me. The sun was burning me. course. The bugs were biting me. The bushes, the leaves would rub up against me. I'd get rashes. Every time you cut yourself, it would get infected. It was a totally different world, and everything was hurting me Yeah. until I ate the pepper. And what happened? Well, as soon as I had finished eating that meal, a fly flew by, and I
I reached out and I snagged it out of the air in slow motion almost. And the fly was right there. It was the first thing I'd ever beaten down there. I could never catch the flies or the bugs. They moved too fast. Okay. But I thought, oh, it's that pepper. It's got to be that pepper. And that afternoon, I went into the bush, which is like a semi-tropical jungle, Okay. and everything looked different. I could see the spiders and their webs. I could see the spikes on the ironwood tree, these long needle-like things, and I would back up into them all. I never knew where they were. But this day, everything was in relief. And I thought, those peppers, they've given me some kind of magic superpowers. I always wanted to be Superman, and I said, this is my thing. And so I kept eating the peppers every day. Can you smell this? Can you? Well, yeah, under my... Yeah, I'm just gonna break it open and just sort of squeeze it. Whoa! 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 Do you feel it hot? Oh, yeah, like crazy. But it's also this fruity. My eyes cry. It's crazy. Oh, I love that. It's just wow. So that's a goat pepper. And there's not Really? many Quebecers that have ever tasted this pepper. Yeah. Wow. Yeah. I got it. It came right in my. I felt it like in my nose, like Yeah. still in my brain. I still felt it, man. C'est ici que le secret de la sauce se passe. So what we're doing here? Well, we're making a barbecue sauce, A barbecue sauce. Yep. Oh, okay. Wow. and I'll just put that down there. And this is, oh, there's chunks of, look at that. Wow. This is a sticky peach barbecue sauce. Wow. There's chunks of peach in there. It smells so good. This is Yeah, just yeah. crazy. So 200 degrees. Yep. You have to bring it to the. We have to bring it to that temperature to pasteurize it and Yeah. destroy any microorganisms. We also test the acidity of it so that Yes, of it course. has a good shelf life. And so this batch is just about ready to pour. Okay. So when you use my product, you see the real food that's in it. Yeah. That's All right. right. Et comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu une expérience incroyable avec un piment qui a complètement saisi mes sinus. Et donc, je m'en souviens et je vais m'en souvenir le restant de ma vie, c'est sûr. Ouf, ma vie sera plus la même après ces piquants. Oh my God, c'est vraiment un piment fort, là. Hey, mais parlant de piquant, Isabelle, toi, t'as mis un peu de piquant dans ta vie, n'est-ce pas? T'es allé jouer un peu au cowboy ou à la cowgirl, devrais-je dire. Oui, aux écuries Maple Ridge. J'ai adoré l'accueil des propriétaires et j'ai rencontré Explosion. Hein? Eh oui, un cheval nain très spécial. Ah, ben, allons-y, girl. Hi-ha! Nous, dans le fond, on a démarré en 2018, en juin. Et puis, au départ, on a commencé avec une écurie de pension et avec nos propres chevaux, où est-ce qu'on a commencé à développer une clientèle pour les leçons d'équitation. Et puis, par la suite, bien, là, avec le COVID, bien, là, on commençait juste à avoir un peu une clientèle. Donc, on s'est tourné vers différentes choses. Donc, on a commencé à mai 2020. On a acheté un étalon miniature et puis on a commencé notre élevage de chevaux miniatures suite à ça. On est allé créer des programmes vraiment pour travailler, exemple, avec les débutants. Puis vraiment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient avoir un contact avec les chevaux, mais qui ne savaient pas nécessairement comment ou ils ne savaient pas nécessairement où aller. Puis vraiment les prendre par la main, là, tu sais, à partir du jour 1, oui, jusqu'au niveau vraiment intermédiaire et puis plus avancé. Puis donc, c'est vraiment Oui. pour tout le monde, là. Ah oui, tout le monde vraiment, puisse oui. faire, là, Pour tout le monde. Puis donc, moi, j'aimerais bien essayer d'en faire. Est-ce que vous avez...
Bien, justement, j'aurais quelque chose à proposer, mais ça va prendre quelqu'un de courageux parce que je suis prête. Premièrement, mais comme je disais tantôt, on a débuté un élevage de miniatures, des chevaux miniatures. Mais lui, notre étalon, il y a 10 ans et puis il n'a jamais rien fait de sa vie. Donc, en janvier, on a débuté l'entraînement, mais c'est assez complexe parce qu'il faut mettre l'attelage, il faut l'apprendre à tirer le buggy. On a pris une pause, puis là, quand on a su que vous veniez, on a recommencé l'entraînement. Donc, il est quand même assez green, tu sais, mais si vous êtes assez courageuse pour l'essayer, moi, je pourrais faire la démonstration. Si vous êtes en confiance, vous pourriez essayer d'embarquer dans la carriole, puis peut-être le conduire. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, OK, prête, on essaye ça? On va essayer ça. On va essayer. Mais j'ai déjà embarqué sur un cheval, mais ça fait très longtemps, plus jeune. C'était un cheval, j'avais fait un petit tour là, avec de l'aide et tout. Donc, ouais, deuxième expérience, mais ça fait longtemps. Fait que si tu donnes un bec, Ouais. c'est pour le mettre en marche au pas. OK. Si tu donnes 2 becs, c'est pour qu'il aille plus vite. OK? Fait que si, mettons, comme tu sens qu'il ralentit trop, tu peux lui donner un bec, il va aller au pas. Ça, c'est la vitesse que tu vas aller. OK. Puis tu veux qu'il trotte. Puis tu peux te servir de tes rênes comme ça. OK. OK? C'est quelque chose comme sensation, c'est ça, d'être là, puis de... Non, première belle expérience. Oui, comme Ouais. ça. Ah, ben tant mieux. Est-ce que tu te sens assez confiante pour essayer le trot? Ouais. Oui? OK, bien, on va attendre, mettons, d'avoir dépassé Guillaume, là. Ouais. Puis quand tu vas être comme enligné, en ligne droite, là, tu Ouais. pourras lui donner 2 becs OK. pour le faire trotter. Fait que tu peux y aller. Là, oui. Oui. Tu peux te servir de tes guides un petit peu si jamais, tu sais, comme j'ai fait là, Ouais. sur les fesses. Fait que là, tourne-les. Oui. Fait que là, tu peux y dire doux. Doux. Bon. Bravo, Isabelle. Bravo. C'est ça, je dis, c'est le fun. mais oui, Mais c'est au le trot, fun. c'est encore Ouais. plus le fun. Ben oui. Fait que là, on peut l'arrêter. Oh. Et voilà. merci. Bravo, t'as été au trot, puis t'as même été au... J'ai vraiment adoré ça. Super, À super. refaire, c'est sûr. Oh, ben tant mieux. Mais moi, c'était de voir ton sourire quand il s'est mis à trotter. C'était tellement cute. C'est comme la sensation, c'est ça, quand il part. Oui, oui, parce que là, on se dit OK, on se fait payer une ride. là. J'ai adoré. C'est vraiment un sentiment là, incroyable d'aller, c'est ça, de plus en plus vite, mais d'être vraiment en confiance. Puis vraiment une belle activité à refaire. I'm a lonesome cowboy. I'm a lonesome cowboy. Mesdames, s'il vous plaît, un petit moment de sérieux. Avec le prochain reportage, eh bien, j'ai repris connexion avec ma spiritualité. Et oui, je suis allé dans un lieu magnifique au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, dans la montagne de Rigaud. Ouais. Je suis présentement dans un lieu splendide, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes de Rigaud, un lieu paisible qui marie nature, spiritualité et histoire, ainsi que la religion, évidemment. On va aller découvrir cet endroit sans plus tarder.
Monsieur Lontin, grand plaisir de m'entretenir avec vous ici au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud. Première des choses, Monsieur Lontin, j'aimerais savoir l'historique de cet endroit, l'histoire influencée de Lourdes en France. Oui. Mais c'est plus que ça aussi ici, là. Il faut regarder au départ, c'est que Pie IX, le pape, a décrété en 1854 que la Vierge Marie, elle était immaculée. C'était un dogme de foi à l'époque. Par après, 4 ans après, en France, à Lourdes, près d'un petit ruisseau, le Gave, une bergère était avec ses frères et sœurs. Ils sont allés paître les moutons, tout ça. Puis elle ne pouvait pas traverser parce qu'il y avait un ruisseau, le Gave. Et puis, elle dit, je vais rester ici, près d'une grotte, d'une petite montagne. Et à un moment donné, elle saisit parce qu'elle voit une dame dans le rocher. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, un enfant, moi-même puis toi-même, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais? À cet endroit-là, à ce moment-là, qu'elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». 4 ans après que le dogme a été fait. Là, tu sais. Dans les années 50, les fondateurs qui étaient à Joliette, ils ont dit, puis avec Monseigneur Bourgette toujours, hein, il dit, si on pouvait avoir un collège à Rigaud, parce qu'on pourrait desservir le côté ontarien et le côté québécois. Alors, ils ont accepté. Et ça a commencé par une petite école, toute simple. Et ça a grossi, ça aussi. Et dans ce groupe de professeurs-là, il y avait un religieux, un jeune religieux, Ludger Posé. Lui, il enseignait au Bourgette, puis à un moment donné, il est allé enseigner aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on commençait à avoir des clercs de Saint-Viateur dans cet endroit-là. Ça prenait de l'expansion. Mais le bon frère Ludger, il était malade. Une santé frêle, comme on dit. Alors, ils l'ont ramené à Rigaud. Puis, il prenait de l'air, il marchait beaucoup. Et l'idée, l'inspiration peut-être, ou l'idée qu'il y a eu, il dit, si je mettais une petite statue de la Vierge dans la montagne qui est là, la fameuse... Hein, parce que là, aujourd'hui, on voit des escaliers, des arbres et tout ça, mais mets-toi dans la tête que c'était dénudé, là. Il n'y avait rien, là. Ah oui, c'est de la végétation. Pas de parking, il n'y a rien, là. Oui, on commence. Alors, lui, il a mis une petite statuette dans une grotte, là, Puis, avec les élèves, ils venaient réciter le chapelet, ils venaient voir la Vierge. Puis, les gens de Rigaud aussi. Mais là, le supérieur, il dit, c'est quoi, elle est bien haute, ta Vierge, là. Il dit, on pourrait peut-être en mettre une plus basse, puis faire comme une grotte, puis marquer l'Immaculée Conception. Et là, ça a commencé vraiment un pèlerinage. Les gens de Rigaud, les élèves venaient souvent l'été. Les gens étaient très pieux dans le temps, là, tu sais. On récitait le chapelet souvent, puis les messes, puis tout ça. Et à un moment donné, le supérieur a dit, écoute donc, il y a beaucoup de monde qui vient. Même ça arrivait en barque, en bateau, par la rivière. Il remontait à la Grèce, la rivière Rigaud aujourd'hui, mais dans le temps, elle s'appelait la Grèce. Et puis, il remontait cette rivière-là, puis il passait par le cimetière, puis il venait directement ici. Alors, il s'est dit, pourquoi faire qu'on ne bâtira pas une chapelle, mais dans le haut de la montagne? C'était audacieux, tu sais, monter les matériaux, puis tout ça, mais ils l'ont fait. Puis là, les gens, il y a du pèlerinage qui se fait, il y a des messes. Est-ce qu'il y a eu des miracles qui ont été accomplis, des rumeurs qui disent c'est miraculeux? Bon, il y a l'histoire de la petite fille qui était montée avec ses parents, qui était paraplégique. Elle avait énormément de difficultés à monter. À un moment donné, en revenant, elle a dit, je marche bien.
Il est descendu, puis là, tout le monde a applaudi, tout le monde a commencé à chanter des chants religieux, puis ils sont redescendus, et, pas par ce chemin-là, mais par le chemin du cimetière, parce que c'était le chemin, là. C'est sûr, tu sais, j'ai dit tantôt, le Guéret, ben, il faut en parler parce que ça fait partie du décor, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui viennent dire, on va aller voir le champ de patates. Les personnes âgées nous demandent, Monsieur Longtin, c'est-tu vrai le champ de patates? Alors moi, je vous demande, c'est-tu vrai, M. Longtin, le champ de patates? Ben non. C'est une légende d'un curé qui a sorti ça, je ne sais pas si c'était à Rigaud ou ailleurs, parce que le dimanche, on ne travaille pas, hein? C'était la loi, puis c'était très sévère. Mais il pouvait y avoir des exceptions, des fois, pour les cultivateurs, pour ramasser les foins, des choses comme ça. C'était possible. Mais lui, il voulait cultiver ses patates. Mais ils ont dit, t'as pas le droit. Fais ça de même. T'es-tu? Moi, je suis capable, je crois pas à ça, puis tout ça. Alors, son champ de patates a reviré en pierre. Mais on sait tous que c'est des moraines, c'est pas des... C'est ça, c'était une sorte de... C'est les glaciers qui ont drainé des roches. Ben oui. Mais merci énormément de votre temps. Merci de toutes ces précisions, de l'histoire, parce c'est une grosse histoire, donc merci de toutes ces informations, puis surtout de votre temps. Bienvenue. Merci. C'est moi qui te remercie. Tu étais bien gentil. C'est vraiment beau, par exemple. C'est vrai. C'est vraiment un beau site. Puis moi, là, ça m'a permis vraiment de comprendre qu'il faut dans la vie être serein. Bien, puis en plus de partager avec son prochain. Et toi, Rosalie, tu as eu ça même déclic, n'est-ce pas? Yes, sir! J'ai été au Café de la Débrouille et j'ai enfin compris l'esprit de communauté et l'importance de l'entraide. Oh, bien, allons voir le reportage, alors. Bonjour, Richard. Bonjour, Rosalie. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi la mission du Café de la Débrouille? Le Café de la Débrouille, sa mission au départ, c'est de venir en aide, c'est de l'aide alimentaire auprès des plus démunis de la région de Rigaud, Pointe-Fortune, Très-Saint-Rédempteur. Ça, c'est la mission de base, c'est ce qu'il y a sur notre charte, c'est ce qui est inclus. C'est un OSBL de charité, donc on peut émettre des reçus d'impôts pour les dons, mais on va bien au-delà de ça au niveau de la mission. On est premier intervenant au niveau des ressources, si quelqu'un est en crise, problème familial, l'itinérance et tout ça. On est la relation, on fait de la réinsertion sociale. Fait qu'on touche beaucoup plus large que le dépannage alimentaire. OK. Donc, je vois que vous avez quand même beaucoup de tâches à faire. On peut commencer à les mettre sur les tablettes. À mettre des choses sur les tablettes. C'est le remplissage pour jeudi. Oui. Donc, moi, je voulais savoir aussi, c'est quoi une journée typique? Bien, tu vois, t'en fais partie, là, c'est un peu ça. Une journée typique, on va prendre le jeudi, qui est notre grosse journée pour les dépannages. C'est d'emplir les tablettes, s'assurer qu'on a suffisamment de denrées, de produits pour satisfaire à tout le monde. Parce que ça, fait partie d'une de mes missions premières. Je veux que si j'ai un item, j'en ai assez pour tout le monde. Je veux pas que les premiers qui passent aient un avantage sur ceux des derniers. Fait que donc, si je mets des biscuits, c'est parce que j'ai 50 boîtes de biscuits au moins. Si j'en offre 2 par famille, c'est parce que j'en ai 100. Fait que je veux que tout le monde ait une équité dans ça. Ouvre les frigos. Tu vas voir ce qui est offert pour nos bénéficiaires. Wow! C'est beaucoup de travail, hein? Ça doit être quand même intense. Oui, j'ai travaillé en cuisine pendant 6 ans. Donc, j'ai travaillé dans une usine, donc ça me permet d'avoir une expertise pour cuisiner. Mais c'est 2-3 heures par 2 semaines pour préparer les repas. Une distribution normale, c'est entre 150 et 200 repas qui est donné. Chaque congélateur contient 200 repas, avec la variété, comme je te disais tantôt. C'est ça, la journée, c'est de placer, de portionner, de planifier. On a l'arrivage de tous les produits frais.
Parce que jeudi matin, tous les légumes et tout ça, on achète les légumes d'un fournisseur qui arrive. On met en tablette, on met sur les étagères, on s'assure d'avoir suffisamment de produits, comme je te disais tantôt. Ensuite de ça, il arrive les bénévoles. C'est une dizaine de bénévoles le jeudi pour les dépannages. On leur attribue leur charge, on leur explique les spécifications de chaque poste, parce qu'il y a des changements, c'est toujours le même stock. C'est pas toujours le même stock, ça vient des compagnies qu'on reçoit. Donc, t'as vu, j'ai des belles whippets, là. Ben, j'en ai pas tout le temps. Avec d'autres fois, c'est d'autres choses. Fait que, il y a des restrictions sur certains produits, il y a des choses en quantité presque industrielle que les gens peuvent prendre. Fait que j'explique aux gens ce qu'ils ont à faire et tout ça. On se prépare, on est une belle équipe. Fait qu'on niaise, on se fait des petites jokes, on détend l'atmosphère, puis on débute la journée du jeudi avec les premiers bénéficiaires qui arrivent. On commence le jeudi, midi et demi, les premiers bénéficiaires arrivent. On a 4 rendez-vous, 15 minutes maximum. Il y a des stations, fait que les gens avancent, prennent ce qu'ils ont besoin. Sur les tables, si on fait un petit temps chaud, il y a des paniers, ils ont des numéros et tout ça, ils emplissent leur sac. C'est 5 à 8 sacs d'épicerie recyclables qui est utilisé. Les gens abonnent leur sac. Fait que c'est ça. Là, à la fin, tous les gens passent. Ça varie beaucoup selon les saisons, mais c'est 30 à 50 familles. Fait que c'est condensé, on finit à 2h30, 3h. Après ça, là, c'est de resserrer ce qui est périssable, les légumes qui peuvent rester et tout ça, de boire, de trier, de dire merci à tout le monde. Les bénévoles qui viennent, s'il nous reste des fruits qu'on ne peut pas garder jusqu'à l'autre semaine, on fait eux aussi bénéficient peuvent apporter certaines choses, certaines petites choses comme ça qui peuvent venir. C'est des gratifications qu'on leur fait. Comme Banque alimentaire, nous, on a eu tout un défi à partir du mois de mars avec la pandémie. On était au sous-sol ici. On avait 600 pieds carrés, on est à 3200 pieds carrés maintenant. Fait qu'on a eu une pandémie, un déménagement, OK? Plus de produits, on a acheté des frigidaires, on a eu des défis importants dans la dernière année. Puis on les a tous surmontés. Il faut y aller jour par jour, là, parce qu'il y a des jours, c'est un peu plus complexe. Mais je pense que c'est ça qu'on donne à la communauté. C'est quand même une fierté. C'est une fierté pour ceux qui reçoivent, c'est une fierté pour ceux qui viennent nous aider. Les bénévoles là, qui viennent nous aider là, sont fiers de participer à la communauté. J'ai pas de problème de bénévoles, on a une belle équipe, tout ça, ça fait que les gens reviennent. On a des nouvelles qui sont arrivées il y a un mois et demi, puis ils nous ont dit, tant que tu nous as parlé de ça, on y allait un petit peu de reculons, on n'était pas sûr, mais on se sent tellement bien d'avoir fait ça. Tu sais, c'est d'aider les gens. Fait que c'est de la joie. Je pense qu'en réalité, là, on remet un petit peu de soleil au-dessus de la tête d'à peu près tout le monde. On est là pour l'écoute, on est là, fait qu'on redonne beaucoup à la communauté dans plusieurs secteurs, pas seulement alimentaire, en écoute. Il y a des gens qui viennent s'asseoir ici, qui viennent nous parler, qui vont nous parler de leurs problèmes, on va les aiguiller avec le CLSC, les ressources, que ce soit en itinérance, en abus sexuels. Il y en a plein là, de choses qui se passent ici, mais qui sont undercover, si on peut dire, un bel anglicisme. Ça paraît pas, mais on est là tout le temps. On met beaucoup d'heures là-dessus. L'année passée, on a 2 personnes itinérantes à Rigaud qu'on a relocalisées. Un en foyer, un à notre place. On a trouvé quelqu'un en colocation. Fait qu'on intervient dans plein de secteurs. Fait je pense qu'on embellit la vie des gens. OK, bien c'est super. Merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir. Donc, on vous souhaite que des beaux projets. Merci. Et c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes collaboratrices Isabelle, Rosalie, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici Danilo qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Grande Vérité. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!